Vous avez probablement entendu dire qu'Elon Musk achète Twitter pour 44 milliards de dollars. Dans cette vidéo, nous analyserons les arguments pour et contre l'accord, expliquerons pourquoi Twitter est moins performant que Facebook, examinerons les conditions de la fusion, son fonctionnement, et proposerons des comparaisons pour l'entreprise. Restez avec nous. Je suis Anna, voici Erin et vous regardez le Piper Rundown. Nous analysons business et culture pour vous aider à réussir. Nous voulons que vous réussissiez. Nous voulons vraiment que vous réussissiez. Nous sommes tous des gagnants ici, surtout notre sponsor du jour, Rivers Agile. Rivers Agile allie stratégie et ingénierie pour créer des solutions logicielles sur mesure. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour entendre l'un de leurs employés expliquer directement comment ils peuvent vous aider. Elon Musk a accepté de sortir Twitter de la bourse. Il a signé un accord, un contrat pour acheter Twitter pour 44 milliards de dollars, à 54 dollars et 20 cents par action. Il a réussi à placer le 420 là-dedans. Wow, magnifique. Je m'en étais même pas rendu compte. C'est superbe. 54 dollars et 20 cents. Cependant, au moment où j'enregistre ceci, Twitter se négocie actuellement autour de 48 dollars par action. Donc, ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est analyser la nature de cet accord, certains détails concernant Twitter lui-même, l'entreprise. Nous allons aborder quelques scénarios possibles et faire des prédictions générales. Mais honnêtement, c'est une histoire si folle que nous ignorons ce qui va arriver et préférons ne pas dire n'importe quoi. Nous allons simplement vous dire la vérité. Il reste beaucoup d'incertitudes. C'est certain, il y en a vraiment. Ce que l'on peut déduire du fait que l'action se négocie toujours à 48 dollars par action, c'est qu'il y a une part importante d'incertitude quant à la capacité de Musk à conclure cet accord. Ce qui a été dit, c'est que l'objectif est de conclure cela d'ici la fin de l'année, soit dans environ 6 mois, mais cela pourrait éventuellement se prolonger jusqu'au début de 2023 si les choses se compliquent vraiment. Voici les étapes du processus. Il s'agira d'une fusion, ce qui signifie qu'une nouvelle entreprise va être créée. Cette entreprise sera alimentée en liquidité par Musk, par ses financiers, ainsi que par la dette qu'il lève pour réaliser ce rachat à effet de levier, LBO, de Twitter. Une fois que cette entreprise sera remplie de liquidités, cet argent sera transféré aux actionnaires existants à raison de 54 dollars et 20 cents par action pour leurs actions, afin qu'elles soient désormais détenues par la société avec laquelle elles fusionnent. Et cette nouvelle entreprise, après cette transaction, détiendra toutes les actions de Twitter. C'est tout à fait logique. Comme je l'ai dit, la clôture est censée avoir lieu à l'automne. Twitter n'a pas le droit de solliciter d'autres offres. Donc dans le cadre de cet arrangement, ce qui peut arriver, c'est qu'un acheteur peut lui-même venir et dire « Hey, 54 dollars et 20 cents, c'est trop bas. Je t'en donne 50. Je t'en donne 50 cents. Je t'en donne 60 dollars par action. » Par action. Et Twitter peut entendre cette offre, mais Musk aura un droit de préemption, ce qui signifie qu'il aura 4 jours pour égaler cette offre venant de l'extérieur. Si les offres sont identiques, ils doivent vendre à Musk, pas à l'offre concurrente. L'accord inclut donc une exclusivité. Il y a aussi des conditions concernant la résiliation potentielle d'un accord ou la résiliation de l'accord pour un autre acheteur. Si cet autre acheteur venait à se présenter et qu'ils acceptaient son offre, des frais d'1 milliard de dollars devraient être versés à Musk. Jésus Christ. Donc généralement, dans les rachats avec effet de levier, environ 30 à 40% de l'acquisition est financé en numéraire par l'entité qui effectue l'acquisition. Et puis le reste, la raison pour laquelle on parle de levier, c'est que le reste est financé par de la dette. L'idée, liée au boom du capital investissement, est d'acquérir cette entreprise proportionnellement sans en payer la pleine valeur. Puis, plus tard, nous la revendons. Comme elle augmente en pourcentage du coût total et non du montant investi, ayant seulement payé les intérêts, nous obtenons un rendement proportionnellement supérieur avec cette acquisition. Dans ce cas, il doit avancer beaucoup plus de liquidités pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est tout simplement une opération d'une ampleur fantastique. Deuxièmement, il y a plus de risques. Donc ils ont besoin de plus de garanties. Si vous êtes une société de capital investissement avec, disons, un fonds de 3 milliards de dollars, et que vous acquérez une entreprise pour 300 millions de dollars, ils n'ont pas vraiment besoin de beaucoup plus que le pourcentage minimum requis.
parce qu'ils savent que vous avez les liquidités nécessaires en cas de réel problème, si l'entreprise s'effondre et qu'ils doivent réclamer le remboursement de cette dette. Ils savent que, vu la taille de votre portefeuille, vous pourrez probablement payer. Dans ce cas, Musk est l'un des hommes les plus riches du monde. Et pourtant, ils ont besoin de nombreuses garanties pour s'assurer que lui prêter jusqu'à 25 milliards de dollars sera remboursé d'une manière ou d'une autre. Ça me paraît raisonnable. Avant d'aborder les chiffres, évoquons pourquoi Elon agit ainsi. Voici les principales raisons mises en avant. La liberté d'expression. La liberté d'expression pour tout le monde. Mauvaise gestion. Je dirais que c'est avant tout une question de liberté d'expression pour Elon lui-même. Je serais d'accord. Tesla est connu pour ne pas payer pour la publicité. Ils investissent beaucoup en relations publiques, bien plus qu'on ne le croit. Mais leur visibilité médiatique vient aussi de la fréquence des tweets d'Elon Musk, qui a augmenté au cours des 2 dernières années. Certainement. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles la SEC pourrait l'avoir déjà sanctionné, ou envisage de le faire, pour certains tweets qu'il a publiés, et qu'elle pourrait essayer de le museler et de limiter sa capacité à tweeter sur les affaires de l'entreprise. Pour moi, cela signifie qu'il s'agisse de shadowban, de blocage ou d'annulation, comme nous l'avons vu avec l'ancien président des États-Unis. Il s'agit de garantir ses moyens de diffusion sur le canal de communication le plus important dont il dispose. Oui. Je pense qu'il y a une multitude d'autres raisons, mais fondamentalement, l'une des principales, c'est de garantir sa capacité à communiquer avec le grand public. C'est l'une des raisons principales derrière cet accord. Voyez-vous des similitudes là-dedans? Nous avons réalisé quelques YouTube Shorts au fil de cette histoire, mais l'une des premières que nous avons publiées portait sur la façon dont cela s'est passé. En comparant Elon et son intérêt pour l'achat de Twitter à d'autres milliardaires et leur tendance à finir par acheter des entreprises médiatiques, penses-tu que c'est la raison de tous ces achats? Est-ce que tu observes que la gestion de leur communication, de leur image publique est une priorité pour tous ces milliardaires? Je vais aller encore plus loin, de façon plus extrême. Je ne dis pas que cela arrivera, mais cela illustre mon propos. Lorsqu'il y a une révolution politique, lorsqu'un dirigeant autoritaire prend le contrôle d'un pays, l'une des premières étapes consiste à prendre le contrôle des stations de radio, des chaînes de télévision, des principaux moyens par lesquels les gens s'informent. Si vous contrôlez le principal moyen de communication, les journaux, les magazines, le principal endroit où les gens s'informent, vous avez une capacité énorme de propagande. Ceci est dans un sens commercial. Je ne dis pas qu'il va renverser des gouvernements, et je suis très loin d'affirmer cela. C'est son ministère de la propagande, et il a besoin d'avoir une plateforme aussi puissante et pertinente que possible pour diffuser son message. Voilà pourquoi les milliardaires veulent posséder des journaux. Ils peuvent entrer en guerre contre leurs autres concurrents, mettre en avant certaines histoires, faire entrer ses préoccupations dans le débat public. Sa plateforme n'est pas une entreprise médiatique classique, mais une entreprise de médias sociaux. Je vois cela comme étant la chose la plus efficace, en fait, par rapport à tout le reste. Enfin. C'est juste une autre échelle. Vous savez, Warren Buffett a acheté quelques journaux. Il a acheté un tas de journaux régionaux. Bezos a acheté l'un des plus grands, le Washington Post. C'est très... Les gens ont l'habitude, vous savez, que des milliardaires possèdent des chaînes de télévision ou des magazines comme Benioff ou des journaux. C'est juste une version très numérique et moderne de cela. Oui, tout à fait. D'accord. Parle-t-on de quelques chiffres pour cette affaire? Absolument. Non seulement il y a un paiement d'1 milliard de dollars si Twitter accepte une autre offre, mais si Musk annule cet accord, il doit 1 milliard de dollars à Twitter. Donc ils essaient de l'obliger à conclure cet accord, dans le même esprit que d'utiliser la dette pour financer une opération de ce genre. Dans les LBO en capital investissement, la réduction massive du nombre d'employés est très courante. Et la raison à cela, c'est qu'ils essaient de revendre rapidement l'entreprise et fondamentalement de la rendre plus attrayante et plus précieuse, non seulement en augmentant les revenus, mais aussi en augmentant l'écart entre les revenus et les dépenses, montrant ainsi qu'elle a une plus grande capacité à être rentable. C'est aussi quelque chose à quoi on peut s'attendre avec cette affaire Twitter, mais pour une raison un peu différente. En 2021, Twitter a généré 630 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles. Maintenant, cette opération comprend, pour l'acquisition à 44 milliards de dollars, un prêt de 13,5 milliards de dollars. Pour les prêts de catégorie investissement, on peut s'attendre à un taux d'intérêt d'environ 4,5%. Un taux d'intérêt de 4,5% sur seulement 13,5 milliards,
représente environ 600 millions de dollars. Donc sa capacité à financer sa dette pour acquérir l'entreprise est essentiellement égale à leur flux de trésorerie disponible de l'année dernière. En même temps, ils ont environ 7500 employés à temps plein. Ils réalisent environ 650 000 dollars de chiffre d'affaires par employé. C'est 1 million de moins que Facebook. Facebook génère 1,6 million de dollars de chiffre d'affaires par employé. Combien d'employés ont-ils? Plus. Twitter a réalisé un peu plus de 5 milliards de chiffre d'affaires en 2021, 3,72 milliards en 2020, 3,4 milliards en 2019. Donc même si les revenus vont probablement continuer à augmenter, il doit trouver un moyen de réduire les dépenses. Pour s'assurer non seulement qu'il aura l'argent nécessaire pour effectuer ses paiements d'intérêt, mais aussi, autre point important ici, les 33,5 milliards restants sont apportés en numéraire. Une partie de ces liquidités qu'il va utiliser pour réaliser l'acquisition est un prêt sur marge de 12,5 milliards de dollars garanti par ses actions Tesla. Si vous avez regardé une série comme Succession ou des films comme Margin Call, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a un prêt sur marge, ce prêt est conditionné par le fait que l'action sur laquelle il est adossé reste dans une certaine fourchette de valeur. Donc disons hypothétiquement que vous obtenez un prêt garanti par la valeur de votre maison. Disons que c'est une maison d'une valeur de 500 000 dollars et que quelqu'un vous prête 300 000 dollars. Si la valeur de cette maison chute à 100 000 dollars, la banque n'est plus à l'aise de vous prêter 300 000 dollars parce que la garantie ne vaut même pas ce montant. C'est la même chose mais à une échelle beaucoup plus grande lorsque ce prêt sur marge est garanti par des actions Tesla. Maintenant, Tesla a chuté à l'annonce de l'acquisition faite par Musk. Et si cela continue de baisser, sa capacité à garantir ce prêt sur marge de 12 milliards et demi de dollars serait remise en question. Donc ce qu'il va vouloir faire, c'est refinancer son prêt adossé aux actions Tesla en réduisant les effectifs, en montrant une plus grande capacité à être rentable et en disant « tout ne doit pas forcément être lié à Tesla. Vous pourriez l'adosser à cette action Twitter ou à la valeur de Twitter en tant qu'entreprise, car je l'ai déjà rendu plus rentable en réduisant les effectifs. » Wow! Mais c'est tellement complexe, tellement nuancé, tellement complexe. La raison pour laquelle cela pourrait être difficile, c'est que Twitter est une société cotée en bourse et que ses employés sont en partie rémunérés par des attributions d'actions. Maintenant que c'est une entreprise privée, les attributions d'actions n'ont plus la même valeur. Ils devront donc peut-être être payés davantage en espèces pour rester. Certains employés disent vouloir partir car ils refusent de travailler pour Elon Musk, alors qu'ils travaillent déjà pour Jack Dorsey ou d'autres milliardaires. C'est un peu ridicule. Des défis restent à relever pour accroître le chiffre d'affaires par employé. Il y aura des défis pour maintenir les dépenses par employé à un niveau bas. Mais je pense qu'il est absolument certain qu'il y aura des licenciements considérables chez Twitter si jamais cet accord commence vraiment à se concrétiser. Et qui sait, cela pourrait potentiellement marquer le début d'un nouveau chapitre majeur pour l'entreprise. Très bien. Passons à la partie sur les entreprises comparables, où nous évoquons sociétés et transactions similaires, ainsi que les concurrents du secteur. Cela promet d'être intéressant. Nous n'allons pas beaucoup parler des concurrents. Nous pouvons citer Snap, qui a moins de flux de trésorerie disponible que Twitter. Nous pouvons aussi parler de Facebook, qui en a beaucoup plus, mais c'est pas vraiment le sujet ici. Le point important, c'est que des personnes extrêmement riches décident d'acheter des médias et de faire des rachats par effet de levier à une échelle énorme. Du côté des riches, il y a les Rockefeller. Les Rockefeller ont étudié de manière intensive le pouvoir de la radio pour influencer les gens, afin d'en faire un moyen de dicter les relations publiques et l'image de marque globale. Ils étaient très influents dans la radio, tout comme les grandes entreprises mondiales de produits de grande consommation à la télévision. Nous avons Jeff Bezos, qui possède l'un des plus grands journaux du pays, l'un des plus grands du monde, le Washington Post. C'est ce que font les personnes les plus riches. Nous en avons déjà parlé auparavant. Dans le domaine des rachats par effet de levier, il est important de ne pas sous-estimer à quel point cet LBO est énorme. Parmi les autres plus gros rachats, il y a eu en 2013, lorsque Berkshire Hathaway et 3G, donc Warren Buffett et ses amis brésiliens, ont privatisé H.J. Heinz pour une valorisation de 23 milliards. C'est 23 milliards en dollars de 2013. Mais c'est à peu près aussi gros que ça peut l'être. Waouh. Il y en a d'autres dans les 30 ou 40 milliards.
Mais tu ne les connais sûrement pas, car ce sont plutôt des entreprises d'infrastructure, pas des marques connues. Mais ça, c'est vraiment l'un des plus gros cas où une entité cotée en bourse a été privatisée. Michael Dell a privatisé Dell pour une valorisation d'environ 21 milliards de dollars. Voilà les autres exemples qu'on a vus à une échelle similaire. Et pour Dell, ça a bien marché. C'était une bonne affaire. Et d'après tout ce qu'on entend, il semble que Heinz ait été une affaire correcte pour Berkshire et 3G. Mais là, on n'est pas tout à fait à un niveau sans précédent. Je déteste quand les gens utilisent ce terme, mais c'est quand même sacrément gros. Ouais. Vraiment très gros. D'accord. Passons à ce qui, je pense, va être ma partie préférée de cette vidéo, le facteur MEM, où Erin et moi discutons du potentiel de MEM d'une entreprise ou d'une affaire sur une échelle de 1 à 5. 1 correspond à des MEM négatifs, 3 est complètement neutre, et 5, ce sont tous les MEM positifs et hilarants. Voilà le truc. J'ai vu autant de notes de 1 circuler sur Twitter et d'autres réseaux sociaux à propos de cette histoire que de notes de 5. Je pense que les gens sont soit complètement pour, soit complètement contre. Mais c'est Elon Musk. Nous l'avons utilisé comme exemple pour toutes nos notes de 5 au facteur MEM. Et il n'y a jamais eu autant de mèmes sur une histoire d'entreprise ces derniers temps. Donc, je vais mettre 4,95. Wow, oui. Je vais mettre 4,5. Je pense qu'il est important d'être profondément sceptique quant à l'idée qu'une multitude de personnes vont arrêter d'utiliser Twitter à cause de ça. Tous les journalistes, les comptes certifiés et les gens dans ce genre-là. C'est une farce. C'est n'importe quoi. C'est absurde. On voit clairement toutes ces tentatives de créer des versions de droite de diverses plateformes sociales. Il y aura sûrement aussi une tentative de version de gauche. Je ne pense pas que ça ait de l'avenir. Je serais vraiment surpris. C'est toujours l'endroit où les gens s'informent, partagent des articles et où l'attention et le trafic sont très importants. Beaucoup disent qu'ils annulent leur abonnement au New York Times ou au Washington Post, mais ces entreprises prospèrent toujours. 4,5. Je croyais que le tien serait plus haut. Je pense qu'il y a un peu de vent contraire, et je pense aussi qu'on commence à entrer un peu dans le scénario pessimiste. Je pense aussi que les gens surestiment un peu à quel point Twitter est une bonne entreprise. Ils pensent que c'est tellement énorme et qu'il y a tellement d'attention, ils ne se rendent pas vraiment compte que ce n'est pas une si bonne entreprise, ce qui constitue un petit vent contraire. Bonne manière de teaser les scénarios optimistes et pessimistes. Mais avant, écoutons une dernière fois notre sponsor, Rivers Agile. Parce que vous avez tous ces systèmes différents interconnectés, intégrer un nouveau système et l'interconnecter, c'est difficile. Parce que vous travaillez avec plusieurs entreprises différentes. Ces packages, surtout les nouveaux, peuvent ne pas fonctionner parfaitement avec certains des anciens systèmes, n'est-ce pas? Donc vous devez être capable de rassembler tout cela et vraiment harmoniser l'ensemble du système. Passons au scénario haussier et baissier. Un licenciement brutal et décisif peut parfois être mauvais pour le moral. D'autres fois, cela peut clarifier les choses, cela peut permettre d'annuler certains projets secondaires qui n'étaient qu'une perte de temps. Cela peut aussi écarter certains membres de l'équipe, qui ne sont peut-être pas des éléments les plus performants. Cela peut avoir, vous savez, un effet d'allègement, faute d'une meilleure métaphore. Je pense que c'est là que beaucoup d'espoir naîtrait quant au potentiel de Twitter à enfin sortir de ce que beaucoup de gens à la Silicon Valley ont appelé une époque où c'était une bande de clowns tombés sur une mine d'or. C'est une citation exacte de Mark Zuckerberg. Waouh, ils ont vraiment trouvé par hasard une formule exceptionnelle avec le format de Twitter. Ils ont eu du mal à en faire une excellente entreprise, investissant ces dernières années dans l'infrastructure de Twitter pour résorber un lourd passif de dette technique. Il faudrait donc plus de flexibilité et la possibilité d'ajouter davantage de nouvelles fonctionnalités sur Twitter. Je pense que cela reçoit énormément de visibilité médiatique gratuite grâce à cet accord avec Elon, comme Elon a l'habitude de le faire. Et je pense aussi que, aussi controversé soit-il, la réintroduction de Donald Trump sur la plateforme Twitter, assurerait aussi que de nombreuses personnes s'intéressent à la plateforme et y passent du temps. Je ne prédis pas forcément que cela arrivera. Il faudra encore au moins 6 mois, voire plus, avant que cela n'arrive. Mais je peux garantir que si vous vouliez faire la une des journaux,
Et de la même manière que Donald Trump a été excellent pour les résultats financiers de CNN et leur couverture de lui, la réintroduction de Donald Trump sur Twitter serait, à mon avis, très bénéfique pour les revenus publicitaires de Twitter. Vert signifie scénario haussier. Du côté baissier, c'est pas une bonne entreprise. C'est une entreprise dont le cours de l'action, en dehors de quelques pics spectaculaires lors de la folie des marchés boursiers début 2021, est resté largement stable depuis son introduction en bourse. Oui. Ouais, on n'en parle pas. Quand on parle des autres grandes entreprises technologiques auxquelles on pense, Netflix, Amazon, Facebook, Google, elles ont toutes explosé depuis leur introduction en bourse. C'est pas le cas de Twitter. Ils ont vraiment eu du mal à développer une offre publicitaire convaincante. Ils viennent seulement de commencer à explorer les abonnements payants, les newsletters et d'autres types de solutions. Malgré toute l'attention et toute la pertinence culturelle, le manque total d'exécution opérationnelle n'est pas quelque chose que l'on penserait pouvoir changer après 16 ans d'existence de l'entreprise. Cela reviendrait à dire que 16 ans ne prouvent rien pour l'avenir. C'est ça. Ouf. C'est un argument baissier assez solide. Mince. Eh bien, voilà le résumé. Merci d'avoir regardé et d'être resté jusqu'à la fin. Si c'est le cas, assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucun prochain résumé. Bien sûr, on en reparlera car Elon prépare toujours quelque chose. Merci d'avoir regardé.